Alors que le soleil inondait encore Irlando, en Irlande, le repas familial des Larson bascula dans l'horreur. Carla s'évanouit, absorbée par un mystère aussi soudain qu'effrayant. La disparition de Carla, survenue sous les yeux d'une communauté soudée, déclencha une onde de choc à travers toute la ville d'Irlando, en Floride. L'incompréhension se mêlait à la peur. Quel être abject avait osé ravir une femme en plein jour? Comment un tel acte avait-il pu se produire? Et surtout, pouvait-il se reproduire? Les forces de l'ordre, confrontées à un voile épais d'incertitude, se retrouvaient presque désarmées. L'espoir renaquit grâce à un appel téléphonique. Une femme, la voix tremblante, confiait les agissements étranges de son mari. Un souffle ténu, mais peut-être suffisant pour éclairer les ténèbres. Coolidge Park, un havre de paix aux allures d'antan, non loin du cœur vibrant d'Orlando, en Floride. Ce quartier historique séduit par ses bâtiments chargés d'histoire, ses greens verdoyants, ses restaurants accueillants et ses boutiques pittoresques qui bordent sa rue principale. Ici, une population active de classe moyenne coule des jours paisibles et les jeunes familles y trouvent un cadre idéal. Un hommage discret à l'éducation se révèle dans les noms de rues qui évoquent les prestigieuses universités de Princeton, Yale et Harvard. Au crépuscule, les habitants se promènent en toute quiétude, accompagnés de leurs fidèles compagnons à quatre pattes, tandis que d'autres refont le monde sur les vérandas de leurs demeures centenaires. Ce charme singulier attire des visiteurs des quatre coins du globe. Jim et Carla Larson n'échappent pas à cette fascination, succombant à l'attrait irrésistible de Coolidge Park. À Orlando, leur nouvelle demeure, l'arrivée de la petite Jessica coïncida avec une opportunité professionnelle inespérée pour Carla. Mutée en Floride, cette ingénieure talentueuse se vit proposer un projet captivant, la conception d'un parc à thème ambitieux. Le couple s'installa alors dans une modeste maison sur Preston Court. Carla rejoignit une entreprise de construction où elle fit rapidement forte impression. Cindy Garrison, la comptable du projet, fut immédiatement séduite par son sourire radieux et sa fiabilité à toute épreuve. Carla était une professionnelle accomplie, en charge de la conception d'un vaste complexe hôtelier composé d'une trentaine de bâtiments et d'une piscine immense, comparable à 4 terrains de football. Malgré un emploi du temps chargé, Carla parvenait à concilier harmonieusement sa carrière et sa vie de famille. Elle travaillait entre 8 et 10 heures par jour, consacrant le reste de son temps à ses proches. Ses collègues la décrivaient comme une personne charmante. Quant à Jim, il trouva un emploi dans une quincaillerie locale. 6 mois après leur installation, la famille Larson accueillit avec joie l'arrivée de leur fille, Jessica. Carla chérissait sa vie de mère. Elle avait enfin tout ce dont elle rêvait. Un travail épanouissant, une adorable petite fille et une maison bien à elle. Elle avait construit sa vie avec soin. Mais cet été de 1997, un tournant tragique allait bouleverser son bonheur. Le mardi 10 juin 1997 avait commencé comme un jour ordinaire pour la famille Larson. Jim s'était levé le premier, avait pris son petit déjeuner, s'était préparé pour le travail et était parti. Carla avait ensuite nourri leur fille, l'avait déposée à la garderie et s'était également rendue à son travail. Vers 8 heures du matin, elle était arrivée, avait installé son espace de travail et s'était consacrée à ses tâches jusqu'à midi. Décidant de déjeuner à l'extérieur et de faire quelques courses pour une réunion prévue le même jour, Carla avait demandé à ses collègues où se trouvait le magasin le plus proche. En partant, elle avait lancé un simple « à tout à l'heure » à une collègue. Mais personne ne la reverrait jamais. 2h30 plus tard, l'heure de la réunion approchait, mais Carla restait introuvable. Cindy, une collègue, reçut un appel d'un client demandant si Carla était présente. Cindy, trouvant son absence inhabituelle, répondit que non. Les minutes se transformèrent en heures, et l'inquiétude grandit parmi les collègues de Carla. Vers 16h30, Cindy, de plus en plus préoccupée, appela Jim pour l'informer de la situation. Jim quitta immédiatement son travail, récupéra sa fille à la garderie et la ramena à la maison. Après avoir couché Jessica, il attendit. Finalement, à 19h, il ne put supporter plus longtemps l'incertitude et contacta la police. L'adjoint du shérif du comté d'Orange, Tom Woodward, était en patrouille lorsqu'il reçut l'appel concernant la disparition de Carla. Initialement sceptique, car la plupart des signalements de disparition ne sont pas liés à des crimes, il se rendit tout de même au domicile des Larson 15 minutes plus tard. Le comportement de Jim le frappa immédiatement.
Il semblait excessivement nerveux, incohérent et plus bouleversé que les personnes signalant habituellement une disparition. L'adjoint Woodward inspecta la maison, ne remarquant rien d'anormal. Cependant, au fil de la conversation, l'anxiété de Jim augmenta. Lorsque Tom lui demanda s'il avait contacté les parents ou la famille de Carla, Jim hésita visiblement. C'est alors que Jim lâcha soudainement. « Ma femme ne reviendra pas. » Tout se répète. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Cette déclaration inattendue éveilla les soupçons de Woodward. Avait-elle simplement abandonné son mari? Ou pire, l'avait-il tué? L'idée que Jim puisse être un meurtrier se confiant à lui le glaça. Ce 10 juin 1997, alors que les touristes profitaient des parcs d'attractions d'Orlando, une tragédie se déroulait non loin de là. Carla Larson, une mère de famille, manquait un rendez-vous important avec un client. Son absence était inexplicable et alarmante. Son mari, Jim, avait immédiatement signalé sa disparition à la police. Mais son comportement troublait l'adjoint Woodward. Quand celui-ci lui demanda des explications sur ses déclarations, Jim lui raconta une histoire déchirante. Sa sœur, Sonia Larson, avait été assassinée par Danny Rolling, surnommé l'éventreur de Gainesville, l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire de la Floride. À l'été 1994, Rolling avait tué 5 étudiants en 4 jours. Les premières victimes avaient été Sonia, la sœur de Jim, âgée de 18 ans, et sa colocataire, Christina Powell. Danny Rolling avait été condamné et exécuté depuis longtemps, mais comment ce traumatisme pouvait-il affecter Jim? Jim raconta qu'il avait reçu un appel téléphonique de sa mère lui annonçant la mort de Sonia. Le décès de sa sœur l'avait profondément traumatisé, et il craignait maintenant que Carla ne soit en danger. Jim ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Il n'avait jamais surmonté la mort de sa sœur et savait qu'une mère avec un jeune enfant ne disparaissait pas sans raison. Tom Woodward contacta immédiatement ses supérieurs, leur signalant que cette disparition était différente des autres et qu'elle nécessitait l'intervention de la section des homicides. L'enquête fut confiée à John Linard, un détective chevronné du comté d'Orange. Il remarqua également l'attitude étrange de Jim, qui semblait trop rapidement présumer le pire. Cependant, il ne pouvait ignorer le fait que la sœur de Jim avait été victime d'un meurtre. Les détectives, malgré tout, soupçonnaient Jim d'être impliqué dans la disparition de sa femme. Le mari est toujours le premier suspect, du moins au début d'une enquête. Jim, serein, affirmait ne pas s'inquiéter de ses soupçons. Il voulait seulement que la police concentre ses efforts sur la recherche de Carla. Les inspecteurs, à court de questions pour l'instant, contactèrent la banque de Carla et demandèrent le relevé de ses cartes bancaires. Ils découvrirent un achat dans une épicerie, effectué aux alentours de 12h15. Un mince espoir naquit. Si les cartes avaient été utilisées après la disparition, cela leur donnerait une piste. Hélas, aucune autre transaction n'avait été enregistrée. Après sa visite à l'épicerie, Carla semblait s'être volatilisée. Le lendemain matin, face à son absence persistante, le détective Léonard se rendit sur le chantier où travaillait Carla. Il y apprit des choses intéressantes. Un contremaître lui raconta avoir suivi la voiture de Carla sur l'autoroute, la voyant prendre la direction de l'épicerie. Mais la surprise attendait les détectives lorsque plusieurs ouvriers mentionnèrent l'avoir aperçue 1 heure plus tard. De retour de déjeuner, ils avaient vu une voiture ressemblant à celle de Carla sortir à vive allure d'un bois, situé à mi-chemin entre l'épicerie et le chantier. Que faisait Carla dans ce bois et pourquoi en ressortait-elle à une telle vitesse? Les collègues de Carla, des femmes pour la plupart, apportèrent un témoignage troublant. Un homme était au volant de sa voiture lorsqu'elle a été aperçue, quittant précipitamment la forêt. La scène, brève et fugitive, ne permit pas une identification précise, mais elles s'accordèrent sur une description. Un homme blanc, une trentaine d'années, brun, de corpulence moyenne, assez grand et affichant un bronzage prononcé. Si ces dires s'avéraient exacts, Jim ne pouvait être l'homme au volant. Le portrait robot établi grâce aux indications des collègues ne ressemblait en rien à Jim. Malgré cela, les soupçons pesant sur lui ne furent pas levés. Son acceptation rapide des événements paraissait suspecte aux yeux de plusieurs personnes. Le portrait de l'homme mystérieux et la description de la voiture de Carla furent diffusés. Le numéro d'immatriculation fut communiqué, appelant à la vigilance de la population. Dans une grande partie du centre de la Floride, les gens étaient aux aguets. Des affiches avec la photo de Carla et la description de ses bijoux
notamment un pendentif offert pour ses 5 ans de travail et des boucles d'oreilles en diamant, furent placardées. Simultanément, une équipe de recherche fut dépêchée dans la zone boisée où la voiture de Carla avait été aperçue. Un groupe de collègues, des femmes toujours, accompagna la police dans cette fouille. Elles participèrent activement jusqu'à 9h30 ou 10h du soir. Pendant ce temps, Linard se rendit au magasin où Carla avait fait ses derniers achats, espérant y trouver des enregistrements de caméras de surveillance. Il souhaitait vérifier si Carla avait eu un comportement étrange ou si elle avait été suivie. Malheureusement, leur requête se heurta à un obstacle. Aucune caméra ne semblait surveiller les environs du magasin. Seul un terminal de paiement à l'entrée pouvait potentiellement avoir capté quelque chose. Mais la chance ne leur sourit pas. Néanmoins, les détectives réussirent à dénicher un indice crucial. L'administratrice du magasin leur avait remis un reçu signé. Selon ce document, Carla avait dépensé $8,63 en provisions. Le ticket de caisse indiquait l'achat de cerises, de raisins, de pain pita et de bretzel. Un choix curieux pour quelqu'un sur le point de quitter la ville, mais qui suggérait plutôt un retour au bureau pour une réunion. L'heure inscrite était 12h12. Moins d'une heure plus tard, la voiture de Carla était aperçue quittant la forêt à vive allure. Les détectives comprirent alors que quelque chose lui était arrivé après avoir quitté le magasin et s'être dirigé vers son véhicule. Une vaste opération de recherche fut lancée dans le massif forestier, attirant de nombreux volontaires. La nouvelle de la disparition de Carla sema la consternation parmi les habitants d'Orlando, en particulier ceux de College Park. L'annonce par la police d'un possible enlèvement sur le parking du magasin sema la terreur. Une telle chose ne devait pas arriver. Personne ne savait qui était le coupable, ni d'où il venait. Dès lors, les collègues de Carla redoutaient de se rendre au travail chaque jour. La peur se mêlait à la compassion et tous s'efforçaient d'aider la police. Les téléphones du bureau du shérif ne cessaient de sonner. Pendant que les volontaires épaulaient les forces de l'ordre dans leurs recherches, ces dernières vérifiaient l'alibi de Jim. Il fut établi qu'il se trouvait sur son lieu de travail ce jour-là. Il était arrivé tôt le matin, s'était absenté pour déjeuner vers 11h et était revenu 1 heure plus tard. Il était matériellement impossible pour Jim de se rendre de la partie est d'Orlando à la partie sud dans ce laps de temps. Pendant ce temps, les volontaires ratissaient la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. L'entraide était palpable, un réflexe naturel dans de telles situations, chacun souhaitant apporter sa contribution. Mais après 2 jours de recherche infructueuse, Carla Larson restait introuvable. Au petit matin du 12 juin, après 36 heures d'angoisse, 2 collègues de Carla firent une macabre découverte. Dans une zone pourtant déjà fouillée par la police, ils découvrirent le corps de Carla Larson, recouvert d'une serviette. Ses cheveux étaient tressés, bien que la coiffure fût ébouriffée. La chaleur estivale avait déjà considérablement altéré le corps. Une tâche particulièrement pénible attendait désormais les détectives. Jim allait être confronté, pour la seconde fois de sa vie, à la mort violente d'un être cher. La nouvelle de la découverte du corps de Carla plongea la communauté dans un état de choc. Pour la ville d'Orlando, c'était un jour sombre. L'enlèvement d'une femme active, en plein jour, sur le parking d'un magasin, sema l'effroi et la tristesse. Chacun craignait pour sa propre sécurité, réalisant que le danger pouvait frapper n'importe où, n'importe quand. La police boucla la zone autour du corps et inspecta les lieux. Le corps dénudé de Carla était recouvert d'une serviette. L'agresseur avait retiré ses vêtements, peut-être pour l'empêcher de s'échapper ou dans l'intention de commettre un viol. Presque tous les bijoux de Carla avaient disparu, à l'exception de son alliance. La victime portait quotidiennement les mêmes bijoux, des boucles d'oreilles en diamant et une bague ornée d'un grenat. Elle portait également un pendentif offert par ses collègues pour ses 5 ans au sein de l'entreprise. La disparition de Carla Larson, 31 ans, a plongé la paisible ville d'Orlando, en Floride, dans l'émoi. 48 heures après sa disparition, malgré des recherches intensives menées par hélicoptère et des équipes à pied et à cheval, son corps restait introuvable. Puis 2 ouvriers du bâtiment, Chris Glance et Jack Sampor, l'ont découvert dans une zone pourtant déjà fouillée. L'étrangeté de cette découverte ne tarda pas à éveiller les soupçons de la police. Comment ces 2 hommes avaient-ils pu réussir là où tant d'autres avaient échoué? Chris expliqua qu'il avait suggéré à Jack de retourner sur les lieux où ils avaient aperçu la voiture de Carla. Pris par le vent,
ils avaient alors perçu une odeur de décomposition. Chris, se souvenant d'une vieille technique de chasse, avait allumé une allumette, l'avait éteinte et suivi la direction de la fumée. C'est ainsi qu'ils avaient localisé le corps, gisant à une dizaine de mètres. Un récit plausible, mais un détail du passé de Chris vint obscurcir le tableau. Il avait été arrêté par le passé pour viol. Les détectives l'interrogèrent sur son emploi du temps au moment de la disparition de Carla. Chris leur fournit un alibi en béton. Il faisait partie de l'équipe qui avait vu la voiture de Carla quitter la forêt. Plusieurs de ses collègues confirmèrent ses dires. Jack, de son côté, affirmait déjeuner au moment des faits, une version corroborée par plusieurs témoins. L'innocence des deux hommes semblait établie. L'autopsie du corps de Carla révéla que la décomposition avait effacé toute trace compromettante. Les détectives apprirent que la jeune femme avait été étranglée. Son corps avait été retrouvé nu, laissant supposer une agression sexuelle. Mais aucune preuve tangible ne vint étayer cette hypothèse. Carla avait-elle été tuée pour une poignée de bijoux d'une valeur de 5 500 $ ou pour sa voiture? Le fait qu'elle ait été emmenée dans cette zone boisée laissait penser à un meurtre prémédité. La police était convaincue qu'un élément clé permettrait de résoudre l'affaire. Retrouver la voiture de Carla devint leur priorité. 2 semaines après la découverte du corps, un commissariat voisin les contacta. Une voiture correspondant au modèle recherché avait été retrouvée incendiée à Cocoa Beach, à environ 100 km d'Orlando. Alertés, les hommes du shérif Okuga Broward se sont précipités sur les lieux. La description du véhicule correspondait à celle recherchée par les détectives, bien qu'ils aient été informés avec un certain délai. L'équipe s'est rendue sur place, où un brasier avait consumé une voiture. Cependant, un détail discordant a immédiatement sauté aux yeux. L'épave n'était pas celle d'une voiture blanche, comme celle de Carla, mais noire. L'inspecteur des pompiers, après examen, a confirmé qu'il s'agissait bien d'une peinture noire, appliquée manifestement à la bombe. La voiture avait donc été repeinte. Qui avait cherché à la dissimuler? Était-ce vraiment le véhicule de Carla Larsen? Les détectives avaient l'intuition d'avoir trouvé une piste sérieuse. Mais cela restait à prouver. La carcasse allait été transportée au garage de la police, où les experts scientifiques l'ont examinée minutieusement. Jim, le mari de Carla, avait mentionné l'installation d'un détecteur de radar sophistiqué, une habitude chez lui. Or, malgré les dégâts causés par l'incendie, les policiers ont constaté que l'appareil avait été retiré. Les recherches se sont immédiatement concentrées sur cet anti-radar disparu. La nouvelle de la voiture calcinée s'est répandue dans toute la Floride, ravivant l'espoir de résoudre l'affaire. Un appel a particulièrement retenu l'attention des détectives, celui de Crystal Powers. Cette femme leur a raconté un voyage à Orlando avec son mari et ses enfants, voyage à l'issue duquel son mari était reparti sans eux, avant de revenir à bord d'un véhicule correspondant à la description de celui de Carla. Les détectives se sont rendus chez Crystal, à Melbourne, à une 30aine de kilomètres, au sud de l'endroit où l'épave a été découverte. Crystal leur a expliqué qu'ils avaient passé le week-end à Orlando, logeant dans un hôtel situé en face de l'endroit où Carla Larsen avait été vue pour la dernière fois. Une violente dispute avait éclaté entre elle et son mari, John. Suite à un refus de sa part, John s'était emporté. Crystal s'était enfermé dans la salle de bain, avant d'entendre John ronfler. Le lendemain matin, il avait disparu, laissant Crystal et ses enfants seuls. Il n'était revenu que vers 14 heures, visiblement éméché et portant une bosse au front. Il leur avait ordonné de prendre leurs affaires et de rentrer, ce que Crystal avait fait. Plus tard, John les avait rejoints au domicile de la mère de Crystal à bord d'un SUV blanc aux vitres teintées. Un véhicule qui avait déjà attiré l'attention des enquêteurs. Crystal n'avait jamais vu ce véhicule auparavant et ignorait d'où il provenait. John prétendait qu'il s'agissait d'une location, mais une observation de Crystal révéla un détecteur de radar, un équipement rare dans les voitures de location. En recoupant cette information avec le signalement d'une femme disparue et d'un véhicule incendié diffusé aux informations, Crystal comprit l'horreur de la situation. Elle confia aux détectives que ce VUS avait stationné près de chez eux pendant plusieurs jours avant que John ne prétexte l'avoir prêté à un ami, Nick Archer. Les détectives, avides d'interroger John Haggins, apprirent de Crystal qu'il l'avait quitté il y a 3 jours, emmenant avec lui sa sœur, Lacey. Elle ignorait leur destination. Cette nouvelle, bien que peu réjouissante, offrit une piste aux enquêteurs. John devint instantanément le suspect numéro 1.
Le récit de Crystal semblait crédible, et la coïncidence temporelle avec la disparition de Carla était troublante. De plus, le passé de John Huggins révélait un lourd casier judiciaire, jalonné de vols à main armée et de braquages de banques. La police lança un avis de recherche contre John Huggins sur toute la côte Est. Parallèlement, les détectives décidèrent d'interroger Nick Archer. En se rendant chez lui, ils découvrirent une information capitale. Il habitait à 400 mètres de l'endroit où la voiture incendiée avait été retrouvée, un trajet ponctué de bâtiments commerciaux et d'un terrain envahi par la végétation. Amanda, la compagne de Nick, ouvrit la porte et affirma que Nick était absent. Les détectives l'interrogèrent alors. Amanda révéla que John Huggins avait conduit le VUS blanc jusqu'à chez eux. Elle se souvenait s'être fâchée contre John et Nick, car le véhicule empiétait sur sa place de parking. Les détectives avaient promis à Matt de revenir interroger Nick. C'est alors que le téléphone sonna, apportant des nouvelles tant attendues. On informait les détectives que John avait été arrêté par la police de l'État du Maryland. Ils se rendirent immédiatement sur place. Une dispute entre John Huggins et sa sœur, Crystal, avait alerté la police. Il s'avéra que John était recherché en Floride pour des cambriolages. Mais ce n'était pas tout. Il était en possession d'une arme, un pistolet à air comprimé, une réplique d'arme à feu. Bien que non létale, cette arme souleva de nouvelles questions pour les détectives. John Huggins admit être à Orlando le jour de la disparition de Carla, mais jura ne pas être impliqué dans son meurtre. Il affirma également n'avoir jamais conduit de SUV blanc. Les détectives lui révélèrent alors que sa femme leur avait déjà parlé de ce véhicule. La réponse de John fut stupéfiante. Selon lui, Crystal était folle et cherchait à se débarrasser de lui en inventant cette histoire. Il tenta de convaincre les détectives que Crystal avait une liaison et voulait l'éliminer pour être avec son amant. Crystal et Nick avaient-ils calomnié un innocent, John? La police était impatiente de le découvrir. John fut renvoyé en Floride pour être jugé pour cambriolage et les détectives retournèrent chez Nick. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, ils furent stupéfaits. La police d'Orlando avait désormais 2 suspects, John Huggins et Nick Archer, qui avaient été vus avec la voiture de Carla Larson. Lorsque les détectives virent enfin Nick, ils furent frappés par sa ressemblance troublante avec le portrait robot de l'homme aperçu au volant de la voiture de Carla. Nick affirmait n'avoir jamais conduit de SUV, ni même mis les pieds à Orlando le jour du crime. Selon ses dires, un certain John était venu lui demander de garer son véhicule chez lui. Intrigué par la provenance de ce SUV, Nick avait questionné John, qui prétendait l'avoir loué. Cependant, la présence d'un détecteur de radar sur le tableau de bord avait éveillé les soupçons de Nick. Une semaine plus tard environ, John était revenu récupérer le véhicule. Nick insistait sur le fait qu'il avait tout dit. Alors que les détectives s'apprêtaient à partir, il révéla avoir trouvé le détecteur de radar provenant du SUV de John dans son jardin. D'après Nick, il avait d'abord cru que John lui avait fait cadeau de cet appareil. Il l'avait conservé pendant quelques jours, puis, inquiet à l'idée que la voiture soit volée, il s'en était débarrassé sur son terrain. Nick accepta de remettre volontairement le détecteur de radar aux détectives. Grâce au numéro de série du fabricant, ils confirmèrent qu'il provenait bien du véhicule de Carla. C'était la première preuve que la voiture de Carla avait été à proximité du domicile de Nick. Mais Nick disait-il la vérité, ou bien mentait-il effrontément? Les détectives avaient vérifié les dires de John concernant une liaison secrète entre Nick et Crystal et leur complot contre lui. Cependant, les interrogatoires de Nick, Crystal, Amando et d'autres personnes n'avaient pas confirmé cette version. Les détectives avaient rapidement écarté l'idée d'une liaison secrète entre les 2 suspects initiaux, Nick et Crystal. L'antipathie qu'ils se portaient mutuellement, un véritable antagonisme alimenté par des griefs mutuels, rendait une telle relation hautement improbable. L'alibi de Nick, corroboré par son employeur et les feuilles de présence, le situait à une distance infranchissable du lieu du crime le jour fatidique. Crystal, quant à elle, était constamment entourée de ses enfants, ce qui rendait sa participation au meurtre peu crédible. Un seul nom restait sur la liste, John Huggins. Cependant, avant de procéder à l'arrestation, la police devait consolider son dossier. Le sort des bijoux de Carla Larson, disparus lors du crime, demeurait un mystère. Des boucles d'oreilles en diamant, une bague ornée d'un grenat, une chaîne et un pendentif s'étaient volatilisés. Alors que les recherches s'annonçaient ardues, un coup de téléphone providentiel de Linda, la mère de Crystal, changea la donne.
Linda se présenta au commissariat, une serviette complexe à la main. En la dépliant, le détective découvrit les bijoux tant recherchés. Linda avait trouvé le trésor caché dans un boîtier de dérivation électrique. Intriguée par le couvercle mal fixé, elle avait découvert les précieux objets. Cette trouvaille cruciale permit de relier John Huggins au meurtre de Carla Larson. Les bijoux devenaient une preuve irréfutable, justifiant son arrestation. Bien que John fût déjà suspecté en raison d'une voiture équipée d'un détecteur de radar, cette découverte s'avéra décisive. Le 28 mai 1998, John Huggins fut inculpé du meurtre de Carla Larson, ainsi que de vol de voiture, d'enlèvement et de cambriolage. Pour Jim, l'arrestation de John marquait un pas important vers la justice et le soulageait de savoir le meurtrier appréhendé. Le 25 janvier 1999, le procès de John Huggins s'ouvrit. Il clama son innocence, accusant Crystal, son ex-femme, de l'avoir calomnié. L'accusation présenta alors sa reconstitution des événements tragiques qui avaient coûté la vie à Carla Larson. Les détectives émirent l'hypothèse qu'après une dispute conjugale, John avait ressenti le besoin de se défouler. À la recherche d'une victime à dépouiller, il croisa le chemin de Carla Larson sur un parking. La jugeant vulnérable, il la força à monter dans sa voiture. Selon la police, Huggins la menaça avec un pistolet, saisi à Maryland. Sous la menace de l'arme, il contraignit Carla à le conduire dans une zone boisée isolée. Là, il la dénuda et lui vola ses bijoux. Une tentative de viol échoua, exacerbant sa rage. Pris d'une fureur incontrôlable, John étrangla Carla avant de recouvrir son corps d'une serviette de plage. Bien que les preuves fussent indirectes, elles n'en étaient pas moins accablantes. Bon nombre des affaires les plus complexes résolues par les détectives reposaient sur des éléments similaires. L'accusation avait bâti un dossier solide, mais le verdict reposait entre les mains du jury. Après de longues délibérations, la sentence tomba. À 8 voix contre 4, les jurés recommandèrent la peine capitale pour John Huggins. En juin 1999, John Huggins fut condamné à mort. Il croupit depuis dans le couloir de la mort, multipliant les recours. À Orlando, la justice avait triomphé et la ville tentait de panser ses plaies. Seul Jim Larson restait inconsolable, la douleur ravivée par la perte de 2 êtres chers. Il puisait sa force dans l'amour qu'il portait à Jessica, leur jeune fille, ultime lien avec un passé à jamais disparu. Et